Faut-il un mandat exclusif ou non pour vendre votre bien immobilier? Alors, Dominique, toi qui es agent immobilier, pourrais-tu nous dire c'est quoi la différence entre un mandat exclusif et un mandat non exclusif? Tout d'abord, c'est vrai que si on parle de mandat, ça veut dire c'est dans le cas où on passe par un professionnel de la transaction pour faire sa vente. Dans le cas où on vend soi-même, c'est vrai qu'un investisseur peut être amené à faire des arbitrages, il achète des biens et il en revend également. Donc s'il vend lui-même, si vous vendez vous-même, la question ne se pose pas. Ça correspond, le fait de vendre soi-même, ça correspond à d'autres critères. Là, on parle du cas où on passe par un professionnel de l'immobilier. Donc le professionnel de l'immobilier a plusieurs possibilités et vous avez plusieurs possibilités de choix avec lui. Un mandat exclusif ou un mandat non exclusif. La différence, c'est que si vous signez un mandat non exclusif, il y a le mot de non-exclusivité, avec un agent immobilier, vous avez la possibilité d'en signer avec autant d'agents immobiliers que vous le souhaitez et vous pouvez également faire la vente par vous-même. Il n'y a pas d'exclusivité. Il peut y avoir autant d'agents immobiliers que vous voulez et vous pouvez également vous occuper de la vente. Alors à ce stade-là, il faut se poser la question, quel est votre intérêt à vous de confier le bien à plusieurs agents immobiliers si vous voulez faire la vente vous-même également? C'est une autre question, mais c'est une question qui mérite d'être posée. Justement, je vais te poser une question. Quelle est l'implication pour le vendeur, pour l'acquéreur et pour l'agent immobilier quand on signe un contrat d'exclusivité ou de non-exclusivité justement? Alors justement, le mandat exclusif fait que vous avez l'agent immobilier à l'exclusivité de la commercialisation de votre bien et vous ne pouvez pas faire la vente vous-même. Alors quelle est l'implication? Parce qu'il y a des conséquences dans les deux cas. En cas de non-exclusivité, vous pouvez avoir plusieurs agences. Maintenant, plusieurs agences, il est faux de croire que s'il y a plusieurs agences, comme les agences sont fins, elles vont se battre pour vendre le bien. Les agences vont se battre pour vendre le bien si elles ont l'exclusivité parce qu'elles sont sûres d'être rémunérées. Si elles sont 5, elles ont une chance sur 5 de faire la vente, elles ne vont pas se battre parce qu'elles vont pouvoir passer plus de temps avec leurs clients avec lesquels elles ont des mandats exclusifs. Et donc, c'est pas la peine de demander à l'agent immobilier de se battre parce qu'il va dire mais je vais me battre et c'est l'autre qui va faire la vente. Donc, c'est pas le fait de les mettre en concurrence qui va faire qu'ils vont vendre mieux. Vous pouvez mettre les agents immobiliers en concurrence avant de signer un mandat pour savoir avec lequel vous allez signer. Mais signer avec un seul, moi c'est ce que je dis toujours à mes clients, signer avec un seul, même si c'est pas moi, mais prenez-en un seul, ça vous rend service parce que pour le vendeur, il va avoir une seule publication à un seul prix avec des photos qui seront réalisées par la même personne parce que s'il y a 5 agences, il va avoir 5 types de photos différentes, il va avoir 5 annonces différentes, parfois 5 prix différents, parfois les surfaces ne seront pas les mêmes parce que chacun arrange les faits à sa façon. Tu décrédibilises indirectement ton bien, quoi. Et on décrédibilise le bien parce que s'il est à vendre partout, on se dit ouh, il y a un problème, pourquoi il est à vendre dans plein d'agences? Parce que sachant que pour l'acquéreur, ça sert à rien qu'il voit qu'il y a 5 agences qui vendent le même bien. L'acquéreur, s'il cherche un bien, il le voit, il va l'acheter. S'il affiche 5 fois, il ne le verra pas 5 fois plus. Il va devoir choisir qui il va appeler. Et alors là, petite astuce de négociateur, quand on est investisseur et qu'on veut acheter, si on voit qu'un bien est en vente dans plusieurs agences, c'est l'occasion justement de profiter en tant qu'acheteur de cette situation-là pour faire une affaire. Et moi, ce que je fais, quand je vois que le bien est en vente dans plusieurs agences, on va dire un appartement est à vendre à 100 000 € dans une agence, à 105 000 € dans une autre agence, à 110 000 € dans une troisième agence. Je ne vais pas appeler l'agence qui l'affiche à 100 000 € en disant c'est la moins chère, parce qu'il va me dire je suis au taquet, je ne peux pas négocier. Je vais appeler l'agence qui est à 110 000 € en disant écoutez, votre bien m'intéresse, je souhaite le visiter, une fois que je l'ai visité, si je souhaite l'acheter, je vais lui dire si vous voulez faire la vente, il faut que vous négociez le prix en dessous du moins cher. Parce que sinon, je vais aller voir le moins cher tout de suite. Je vais aller voir l'agence qui l'affiche à 100 000 €. C'est un peu tordu, mais là, si on parle de négociation du point de vue de l'investisseur, pour moi, c'est la bonne solution. Celui qui est affiché le plus cher, s'il veut faire la vente, il va devoir négocier avec son client vendeur une baisse de prix. Parce que après, l'impact va être le suivant. C'est que pour le vendeur, le fait d'avoir plusieurs agences va souvent l'amener à vendre moins cher. Parce que maintenant, l'agent immobilier qui a rentré le mandat à 110 000 €, qu'il affiche à 110 000 €, il va voir le vendeur en disant « moi, je veux faire la vente, moi, agent immobilier, je veux faire la vente. Je vais voir le vendeur, mon client vendeur. Bonjour, monsieur le vendeur, écoutez, j'ai une offre à 90 000 €. Là, je suis sûr, je suis le moins cher, c'est moi qui fais la vente. » Et là,
Le vendeur va dire, bah, écoutez, c'est gentil, mais je vais appeler les autres agences pour voir si elles ont mieux. Sauf qu'elles n'ont pas mieux. Mais les autres agences se disent, oula, il y a péril dans la demeure, je vais vite chercher dans mon fichier si j'ai un autre acquéreur, il faut faire un truc. Et pendant ce temps, l'acheteur a changé d'avis, il a acheté quelque chose ailleurs, parce qu'il dit, moi, j'ai pas envie d'attendre une semaine la réponse. Moi, je vous fais une offre, c'est oui ou c'est non, sinon je passe à autre chose. Et le vendeur, au bout d'un moment, il loupe des affaires. À force de vouloir faire jouer la concurrence pour avoir un meilleur prix, il loupe des affaires. Et puis, il ne va pas vendre au prix qu'il voulait. Alors que dans le cas d'un mandat exclusif, ben, le prix, c'est le prix. Il n'y a pas de concurrence. Si vous voulez acheter par l'agent immobilier en tant qu'investisseur, ben, soit l'offre est acceptée, soit n'est pas acceptée. Mais en faveur du vendeur, on défend le prix qui est affiché. Alors que s'il y a plusieurs prix, on ne va pas défendre le prix affiché, et on ne va pas forcément défendre le dossier du vendeur dans la mesure où on a d'autres dossiers à défendre, on a l'exclusivité. D'accord, ok. Et pour l'agent immobilier, évidemment, l'avantage, c'est qu'il est sûr de ne pas travailler pour rien, parce que si la vente est faite, c'est lui qui fait la vente et personne d'autre. Et donc, il va s'impliquer beaucoup plus dans la vente. Si demain, je te donne, par exemple, un mandat exclusif, et que, à contrario, je viens de trouver un vendeur par mes soins, par le biais du bouche à oreille ou autre, comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que je peux lui vendre l'appartement ou pas, du fait qu'on ait signé un mandat exclusif ensemble? Alors c'est une question qui revient souvent, c'est une crainte tout à fait légitime. En général, quand un vendeur met son bien en vente, il a déjà fait le tour de son entourage et tout le monde lui dit oui, il faut que tu charges, il faut que tu vendes cher. Ou alors, à l'inverse, ce qui se passe, c'est que l'entourage n'est pas au courant que tu mets ton bien en vente et le jour où il voit l'annonce, il dit ah mais moi ça m'intéresse. Donc le vendeur, souvent de façon légitime, dit « Mais si je vous confie l'exclusivité et si j'ai mon voisin qui veut acheter, je vais être bloqué. Et d'ailleurs, je connais quelqu'un à qui ça arrivé, il n'a pas pu vendre, il a vendu par lui-même, il a dû payer les honoraires. » Bien sûr, ça c'est la loi, c'est comme ça. L'exclusivité fait que tu ne peux pas vendre par toi-même. Par contre, c'est une fausse croyance de penser que parce que j'ai donné l'exclusivité, je vais avoir des acheteurs qui vont venir en direct. C'est une crainte qui revient tout le temps chez les vendeurs, dire « Mais je vais être bloqué. » Mais non, tu vas pas être bloqué parce qu'il n'y a aucune raison que tout à coup, tu aies plein d'acheteurs qui viennent dans la mesure où tu passes pas d'annonce et tout à coup, la ville entière va vouloir acheter ton appartement. Et donc, il n'y a pas de blocage, c'est pas un blocage. L'agent immobilier, à partir du moment où il a le bien à vendre, il va le vendre. Et c'est vraiment une crainte de la part des vendeurs. C'est pas un blocage, c'est que il va pas y avoir d'acheteurs qui vont venir en disant « Coucou, moi je veux acheter ». Ça peut arriver par le biais du bouche à oreille. Parfois, il y a des gens qui savent tout mieux. Vous savez, le boulanger qui n'est pas du tout du métier, il va dire « Ah non, mais il faut pas prendre une agence, moi je t'achète ton appartement ». Et je vois souvent des clients qui disent « Ah mais depuis que je t'ai confié le mandat, j'ai plein de gens qui veulent acheter mon appartement ». D'accord, à quel prix ? C'est pas du tout au même prix. Évidemment, l'appartement est à 150 000 € en agence, le voisin veut l'acheter, mais à 50 000 €. Ben, pour ça, il n'y a pas besoin d'agence, et de toute façon, vous ne le vendez pas à 50 000 €. Tu es un petit peu là, en fait, pour faire régner l'ordre. Tout à fait. Parce qu'il y a toujours ceux qui savent mieux et qui crânent, alors qu'ils ne sont pas du tout concernés. Et ils donnent des conseils. Donc, c'est pas du tout un blocage. Ok, donc du coup, par rapport à tout ça, maintenant si je signe un mandat exclusif avec toi ou avec un agent immobilier, c'est quoi mes garanties de réussite, le fait de te confier ce bien-là? La garantie de réussite, elle est, je dirais, quasiment de 100%, parce qu'il n'y a pas de bien au prix du marché qui ne se vendent pas. Un bien qui ne se vend pas, c'est un bien qui est 100 000 € au-delà du prix du marché, ou 50% au-delà du prix du marché. 100 000 €, ça veut rien dire. Un bien qui est surévalué ne va pas se vendre, mais même si tu le vends en direct. Parce que même si tu le vends en direct, souvent, il y a des vendeurs qui disent « Oui, mais c'est à cause des honoraires ». Mais non, parce que les honoraires, on les connaît pas au départ. Les honoraires, ça veut rien dire. C'est quoi les honoraires qui empêcheraient de vendre ? Si on est 50% au-dessus du prix du marché, qu'il y ait des honoraires ou pas, on n'est pas au prix du marché, on ne vendra pas. Donc, dès lors que le mandat est exclusif, l'agent immobilier, lui, va s'impliquer parce que c'est son but, lui, c'est son métier de vendre. Donc, il va se vendre parce qu'on lui fait confiance. Et donc, il sait qu'il va pouvoir faire la vente et il va s'en occuper. Il va s'occuper de la vente et la garantie,
c'est que la vente aboutisse, parce que sinon il n'est pas payé. On ne paye rien à l'agent immobilier. L'agent immobilier, lui, n'est payé que si la vente est réalisée. Donc c'est une vraie garantie pour le vendeur qui décide de passer par un agent immobilier. Il y a des vendeurs qui disent mais moi j'ai pas besoin d'agent immobilier, je vends tout seul. Souvent ce qui se passe, c'est que les vendeurs sont trop gourmands et ils demandent des prix hors marché. Et donc ils vendent pas et ils sont démarchés à longueur de journée par des agents immobiliers qui leur disent moi j'ai le client. Ok, d'accord, mais justement, ça c'est un cas concret et qui revient assez fréquemment. T'as souvent de par expérience, j'ai souvent vu des agents immobiliers qui faisaient miroiter justement un prix mirobolant qui est en réalité, à mon sens, une stratégie de vente pour récupérer un mandat justement. J'ai mon bien qui a une valeur marchande de 100 000 euros. En tant qu'agent immobilier, je vais dire à mon vendeur, ou plutôt à mon client, qu'on a la possibilité de le vendre à 120 000 euros. Ça, et tout ça pour le faire miroiter en fait une éventuelle possibilité à 120 000 euros qui, si j'étais agent immobilier, me permettrait de récupérer un mandat. T'en penses quoi, toi, de ça ? Oui, c'est très maladroit, c'est très malhonnête, parce que effectivement, sur un marché tendu où il y a moins de biens à vendre par moment, hein, c'est des marchés cycliques, il y a des agents immobiliers qui font la surenchère pour avoir un portefeuille de mandats. Ils vont promettre, ils disent combien vous a proposé Tartampion, 100 000, moi je vous propose 110 000, il y en a un autre qui passe, moi je vous propose 120 000. Surenchérie, quoi. Ça permet d'avoir un portefeuille de mandats. Mais attention, le portefeuille de mandat, il n'est en faveur que des hackers, pas des vendeurs. Je m'explique. C'est-à-dire que vous, ça vous sert à rien d'être dans un portefeuille où il y a 150 mandats, parce que vous, ce qui vous intéresse, c'est que l'agent immobilier vende votre maison et pas celle des autres. L'agent immobilier, lui, pour avoir un maximum de contacts, il faut qu'il ait un catalogue le plus important possible et il s'en fout que ça soit trop cher. Il va se servir de votre maison qu'il a surévaluée pour l'avoir en catalogue pour en vendre d'autres qui sont au bon prix. Donc attention au danger. Si un agent immobilier dit non, non, mais moi je vous propose plus, c'est pas lui qui achète. Et au bout de 6 mois, il va vous appeler en disant écoutez, il se passe rien, j'ai pas de contact, il faut baisser le prix. Mais c'est vous pas une balle dans le pied. Il se tire une balle dans le pied. Sauf que, encore une fois, comme lui, son objectif, pas tous, hein, mais si l'agence veut avoir un maximum de mandats, elle va faire de la surenchère pour avoir un catalogue avec plein de biens, même trop chers, mais comme ça, elle aura un catalogue. Et dans ce catalogue, sur 150 biens, elle va bien en vendre 2 ou 3 tous les mois à des acheteurs qui vont faire leur choix sur des maisons dont ils vont pouvoir renégocier le prix. Et il va attendre que ton bien soit sur le marché pendant plusieurs mois, que tu t'impatientes pour dire, bon, écoutez, si vous voulez vendre, il faut baisser le prix. Et donc, tu vas arriver dans le prix où il va pouvoir te proposer ton bien à des acquéreurs. Donc c'est une stratégie qui ne fait pas l'affaire des vendeurs, parce que c'est ce qui fait que les vendeurs sont souvent frustrés et disent mais l'agent immobilier il a rien compris, c'est lui qui m'avait dit 10 000 de plus par rapport aux concurrents. C'est pas du tout bon pour le vendeur. Donc faites très attention si un agent immobilier vous dit vous propose plus alors qu'en premier a déjà fait une estimation. C'est pas celui qui va donner le prix le plus élevé forcément qui va forcément réussir à faire la vente. C'est pas forcément celui qui donne le prix le plus bas, mais il y a le prix que le vendeur souhaite qui est souvent au-dessus du prix du marché. Mais justement, là tu évoquais les prix bas justement. Alors, je sais que tu as effectivement des agents immobiliers qui ont une stratégie qui est complètement différente, où ils ne vont pas forcément te donner une tarification élevée pour récupérer le mandat. Au contraire, ils vont te dire, bon ben voilà, votre bien, en fait, il en vaut 90 000 au lieu de 100 000 qui serait potentiellement la valeur du marché, simplement pour avoir la certitude de vendre rapidement ton appartement. T'en penses quoi de ça ? Alors ça, c'est possible par certains agents immobiliers qui sont sur la place depuis 30 ans, et j'en connais, qui veulent être efficaces. Ils ont la réputation de vendre, ils ont la réputation de vendre vite. Et bien, comment on peut vendre et vendre vite ? C'est en sous-évaluant légèrement les biens. Eux, ils savent, ils ont un marché, ils ont un portefeuille de clients acquéreurs. Ils disent, écoutez, moi, si vous voulez vendre avec moi, moi je vends. Mais au lieu de 100 000 euros, votre appartement, on va le vendre à 90 000 euros et dans une semaine, il est vendu. Ça permet d'aller plus vite, ça lui permet à lui de garder sa réputation d'agent immobilier qui vend. Et donc, le vendeur, s'il l'accepte, il est content, c'est vendu rapidement. L'acquéreur achète au prix du marché, l'agent immobilier vend vite et il continue à avoir une réputation d'agent immobilier qui vend.
C'est une autre stratégie. C'est souvent possible quand l'agent immobilier ne veut pas un catalogue de 150 biens en vitrine, mais 10 qu'il va vendre, quoi, il va cartonner. Et donc, il peut se permettre de dire non en disant, écoutez, moi j'ai déjà 20 biens en vitrine, j'ai pas besoin du vôtre. Si vous voulez travailler avec moi, c'est à ces conditions-là, donc c'est 90 000 euros au lieu de 100 000. Il le formule pas comme ça, mais il dit, si vous voulez vendre avec moi, je sais que je vous le vends à 90 000 euros. Il va pas dire au lieu de 100 000. Et sinon, c'est pas grave. Moi, j'ai largement de quoi faire. J'ai que des mandats exclusifs. Je les vends. J'ai pas besoin de vous. Et donc, il y en a même qui sont parfois désagréables. Il y a des gens qui disent ouais, mais il était pas sympa. Mais oui, mais il a vendu. Donc, qu'est-ce qu'on veut? Bien sûr, la relation client, c'est qu'il soit sympa pour avoir envie de travailler avec lui. Mais quand l'agent immobilier vend, les clients vendeurs oublient qu'il n'était pas sympa. Ils disent ah oui, mais il a vendu. Hein. Il a vendu, c'est l'essentiel. Donc il y a l'impression de départ et puis il y a l'impression qui se développe au fur et à mesure de la commercialisation. Ok, et donc du coup, je vais conclure par ça. Selon toi, comment est-ce qu'on pourrait choisir le bon agent immobilier? Qu'est-ce que c'est le bon agent immobilier en qui on pourrait avoir confiance? Quels sont les signes d'un bon agent immobilier? Donc pour vendre le bien, hein, on est d'accord. Pour vendre le bien, d'abord, le mieux, c'est le bouche à oreille positif, parce que si on vous recommande un agent immobilier, c'est que la personne qui vous le recommande, c'est qu'elle a déjà testé et qu'elle en est contente. Ça veut dire que c'est un agent immobilier qui est à l'écoute de vos besoins et qui va faire en sorte que la commercialisation va se dérouler en fonction de vos contraintes. Il y a la notion de prix, bien évidemment, mais le prix, c'est pas l'agent immobilier qui le fait, c'est pas vous qui le faites, c'est le marché. Donc, c'est l'agent immobilier qui va pouvoir vous conseiller également au mieux du prix par rapport au prix du marché. Mais également, l'agent immobilier qui va vous faire des comptes rendus. Parce que quand vous confiez un bien à 200 000, 300 000, 400 000 euros, ou même 100 000 euros, vous le confiez à un agent immobilier pour qu'il s'occupe de la vente. Et puis il disparaît, vous n'avez plus de nouvelles. Bon, qu'est-ce qui se passe? Il y a des visites, on a bien signé avec lui. Ce qui est important, c'est qu'il vous fasse des comptes rendus. S'il y a des visites, vous allez savoir, il y a 3 visites par jour, vous le saurez, et puis il va vous tenir au courant. Par contre, s'il n'y a pas de visite, ça ne veut pas dire que l'agent immobilier ne travaille pas. Ça veut dire que peut-être qu'on n'est pas au bon prix, peut-être qu'il y a d'autres contraintes, peut-être que tous les appels, quand les clients appellent, il y a quelque chose qui bloque et qui fait qu'ils ne veulent pas visiter le bien. Sachant qu'on vend des biens qui sont visités. Les acheteurs n'achètent pas sur catalogue, ils ont besoin de visiter. Plus il y a de visites, plus on va pouvoir vendre rapidement. Or, l'erreur de beaucoup de propriétaires vendeurs, c'est dire « Non, mais vous n'amenez qu'une visite, la bonne ». Ça ne marche pas. Il faut en moyenne 10 visites pour vendre un bien. Et donc, il faut faire défiler. Plus il y a de visiteurs, plus il va y avoir d'acquéreurs. Et rapidement. Et pourquoi les gens qui viennent visiter disent « Ouais ». Les vendeurs disent ouais, je veux pas de curieux. Mais le curieux, s'il ne visite pas, il peut pas acheter. Et le curieux va venir visiter. Et je connais personne qui visite juste par curiosité. Les gens qui visitent, c'est qu'ils ont un vrai projet. Donc, ceux qui viennent visiter, si ça leur plaît pas, ils peuvent en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre qui n'a pas prévu de visiter qui, du coup, va acheter. Et ça, je l'ai vécu.